Bonjour à tous, il s'agit du deuxième podcast dédié à la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour Virginie Vivant, Bonjour. vous êtes chargée de communication de la Fédération. Avec nous en studio, Jean-Philippe Coinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle technique à la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Lors du premier podcast, Virginie, on avait reçu votre président. Oui. On avait évoqué, on avait présenté la fédération qui vient de fêter d'ailleurs son centième anniversaire. Aujourd'hui, on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet en parlant des activités, d'une partie de l'activité de la fédération. De quoi va-t-on parler justement aujourd'hui ? Dans le précédent podcast, du coup, on avait parlé des différents pôles de la fédération, de la partie pêche ou de protection du milieu aquatique. De toute manière, on a un nom qui est assez évocateur. Donc là, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu plus en détail tout ce qui se passe au niveau de la protection et de la gestion des milieux aquatiques. Merci beaucoup. Et justement, pour en parler, Jean-Philippe, alors je le disais, vous êtes responsable du pôle technique de la fédération. Parmi le travail que vous faites, le travail de vos équipes, il y a tout d'abord avant de restaurer les milieux aquatiques qui sont parfois abîmés, on expliquera pourquoi, mais il faut déjà avoir une connaissance des milieux aquatiques, c'est important évidemment. Oui, tout à fait. C'est vrai que la connaissance, c'est vraiment le préalable par rapport à la renaturation. Comme l'a dit tout à l'heure Virginie, notre objet, c'est la pêche d'une part, mais c'est aussi la protection des milieux. Et pour protéger les milieux, pour bien les protéger, il faut d'abord les connaître. Donc voilà, nous, on a mis en place un réseau sur l'ensemble du département où on suit les peuplements de poissons et puis la température de l'eau. Donc on le suit sur 114 stations qui sont réparties sur l'ensemble des cours d'eau du département. Donc c'est beaucoup, c'est un réseau qui est relativement dense. C'est un réseau qui s'appuie sur le réseau qui est porté par le conseil départemental en grande partie. Donc si bien qu'on a une donnée piscicole, on a donc des inventaires des poissons qui sont réalisés tous les 4 ans. Pour rappel, pour nos auditeurs, les cours d'eau, ils appartiennent d'une manière générale aux collectivités locales, aux départements, ça peut être aussi aux riverains. Voilà, c'est en grande partie aux riverains, oui, parce qu'en fait on distingue des cours d'eau domaniaux et non domaniaux. Donc les cours d'eau non domaniaux, c'est la majorité des cours d'eau qui appartiennent aux propriétaires riverains sur les parcelles. Et le cours d'eau domaniaux, qui vont être par exemple la Saône, les canaux, des choses comme ça appartient à l'État. Tout ce qui va être la Saône, etc., par exemple, en Côte d'Or, nous, ça va correspondre essentiellement à du domaine public, qu'on va appeler, donc ça va être les cours d'eau où les pêcheurs, juste avec leur carte, ils peuvent pêcher à une ligne, peu importe d'où vienne la carte. Voilà, effectivement, donc les nombreuses données qu'on collecte sur le département, on a plusieurs dizaines de milliers de données dans notre base de données. Au gré de ces 114 stations qu'on suit régulièrement, elles nous permettent de diagnostiquer l'état des cours d'eau et donc d'orienter d'éventuelles actions de restauration. Sur certains cours d'eau, on a porté plusieurs projets un exemple, par le passé. On peut parler d'un exemple qui n'est pas très loin d'ici, par exemple à Dijon, c'est Louche à Crimolois. C'est un projet qu'on a porté il y a déjà quelques années, ça doit être en 2017 déjà, le temps passe vite. Et c'était un projet assez important où on est intervenu sur une portion d'1 kilomètre de rivière, et sur une rivière qui fait quand même une vingtaine de mètres de large, ce qui est beaucoup à l'échelle de la Côte d'Or. On est déjà sur des beaux cours d'eau en termes de gabarit. Et donc c'est des travaux qu'on avait réalisés. On avait reconstitué des bancs alluvionnaires, en fait, un cours d'eau. On est sur un secteur où la rivière est relativement rectiligne, avec un surgabarit. Donc on est venu un petit peu redessiner des formes un peu sinueuses dans le lit du cours d'eau, en apportant des matériaux. Je crois que de mémoire, il y avait à peu près 4000 m3 de matériaux qui ont été nécessaires pour restaurer ce kilomètre de rivière. Voilà, donc ça donne une idée un petit peu des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour ce genre d'action. Et c'était un budget, je crois, de l'ordre de 160 000, 200 000 euros, je crois, TTC. Okay. Donc voilà, c'est déjà des montants importants pour 1 kilomètre de cours d'eau. Voilà. Ces projets sont financés par qui ? Alors il y a différents financeurs, l'agence de l'eau, les agences de l'eau, qui sont des financeurs vraiment importants. Donc ce projet a été financé par l'agence de l'eau, par la région également. Le conseil départemental de Côte d'Or est aussi un financeur de la restauration des cours d'eau. Et puis bien sûr les pêcheurs au sens large, donc les pêcheurs que nous sommes, fédération départementale. Et puis également notre fédération nationale qui vient abonder l'enveloppe des pêcheurs au sens large. Et puis dans certains cas, lorsque les travaux concernent les lots des APPMA locales, on a aussi une participation des pêcheurs au niveau local. Chaque année, vous avez des projets de restauration, il y en a chaque année. Oui, quasiment, ouais. Alors, c'est vrai que c'est des processus assez longs. Alors, cette année, on avait 4 projets, par exemple, dans les tuyaux, qui sont impactés parce qu'on a une hydrologie, on a eu beaucoup de pluie cet été, et donc des débits qui sont encore soutenus dans les cours d'eau. Il faut savoir que c'est des travaux qu'on réalise à l'étiage, c'est-à-dire plutôt en septembre en Côte d'Or sur les cours d'eau, et cette année, où il y a de l'eau partout, c'est très compliqué, donc on est assez impacté. Mais effectivement, chaque année, on a entre 2 et 4 projets d'ampleur, sachant qu'il faut un certain temps pour les développer. C'est vrai que les projets, la partie travaux, c'est vraiment l'aboutissement de tout un processus de conception des travaux, parce qu'il y a tout un cadrage technique et réglementaire qui peut être long. C'est des fois plusieurs années pour développer un projet. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, on arrive quand même à remporter, je vous dis, entre 1 et 4 par an, en tout cas des projets de restauration d'ampleur. Alors, outre ces travaux de restauration, vous avez également, ça fait partie de votre travail d'évaluation des sites pour éventuellement une labellisation.
Alors, il y a ce travail-là. Après, tout à l'heure, on parlait d'évaluation. Là, c'était plus pour évaluer l'efficacité de ces travaux. Tout à l'heure, je vous parlais de la connaissance, de notre réseau piscicole et thermique. Les poissons, on s'intéresse à les connaître pour les connaître. Mais c'est aussi les indicateurs du fonctionnement des rivières. C'est-à-dire que, en fonction des espèces qui sont présentes, des abondances qui sont présentes, on peut qualifier la rivière de bonne ou mauvaise. Voilà. Et donc, c'est effectivement des protocoles qu'on met en place après les travaux pour évaluer l'efficacité des travaux. Si je prends l'exemple de Crimolois que j'évoquais tout à l'heure, on a multiplié la quantité de poissons par 5 à l'issue des travaux, ce qui est énorme. Voilà, sur ce cours d'eau. Donc, on a augmenté la... En combien de temps, d'ailleurs? C'était l'année d'après, en fait. En fait, en général, on fait un état initial, c'est-à-dire qu'on a un inventaire avant travaux, on revient 1 an après les travaux, 3 ans, 5 ans, et plus davantage si on estime que c'est nécessaire, voilà. Et donc là, on a eu vraiment un résultat qui était sans appel. Enfin, la démonstration était faite et on était très satisfait de ce résultat parce qu'on avait donc augmenté par 5 les biomasses de poissons et on avait retrouvé des espèces exigeantes. C'est-à-dire que sur ce tronçon, on a restauré une complexité dans les écoulements et dans les habitats qui a permis à des espèces un peu exigeantes de s'installer. On a la vandoise qui était revenue par exemple, c'est un cyprinidé un peu exigeant que connaissent bien certains pêcheurs. On a eu du tuxostome un peu au-dessus, mais en tout cas une espèce potentielle qui est très rare en Côte d'Or qu'on pourrait s'attendre à retrouver là grâce en tout cas à ces travaux, donc on est assez content des résultats. Justement, la restauration qu'on fait, en fait, elle va pas juste impacter le niveau piscicole. Mes collègues ils font des prélèvements donc, au niveau de tout ce qui va être au niveau de la vase, au niveau des fonds de rivière, pour justement regarder aussi tous les changements à ce niveau-là, parce que bon, les poissons c'est bien, mais il faut aussi qu'ils puissent se nourrir. Et du coup, la renaturation de ces cours d'eau-là, elle va aussi servir à toute la faune qui va être alentour. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi le développement, le retour de certaines espèces florales aussi, qui parfois ont complètement disparu sur certaines zones. Et voilà, ça va Que tout complètement... l'écosystème soit présent. c'est que tout l'écosystème puisse se remettre un petit peu à niveau. Exactement, et c'est vrai qu'on le vérifie aussi. Là, je parle beaucoup des poissons parce que voilà, mais en fait, on utilise d'autres indicateurs. On travaille aussi avec les insectes aquatiques, les invertébrés, il y a aussi des protocoles. Voilà, on étudie un petit peu la composition de ces peuplements d'invertébrés et on peut aussi donner un score au cours d'eau. C'est-à-dire qu'on vérifie si les poissons répondent, si les insectes aquatiques répondent positivement. Et on mesure aussi la qualité de l'habitat, c'est-à-dire qu'on mesure les vitesses, les hauteurs et puis les substrats et on obtient un score d'habitat sur le cours d'eau. Donc en général, on travaille avec ces trois paramètres qu'on évalue avant-après travaux pour voir si tous les compartiments ont bien répondu positivement, quoi. Parce que des fois, on n'a pas de réponse au niveau des poissons. Je prends un exemple, si on a une qualité d'eau qui est limitante, on va avoir des poissons. Enfin, le peuplement peut ne pas répondre, même si l'habitat est vraiment qualitatif. Si vous avez une qualité d'eau qui est dégradée, il n'y aura pas de réponse. Donc ça, en travaillant avec les différents paramètres, qualité physique, insectes aquatiques et poissons, on peut réussir à le comprendre. Pour ce qui est des travaux de labellisation des cours d'eau, comment ça se passe? Je suppose qu'il y a un cahier des charges à respecter. Alors, il y a différents types de labels. Il y a un label halieutique, mais je pense qu'on en parlera à la fin quand on abordera la question des PMA. Et puis, on a un label un peu plus, on peut dire écosystémique, mais il y a un label en Côte d'Or qui s'appelle le label Espace naturel sensible. Donc ça, c'est une politique qui est portée par le conseil départemental de la Côte d'Or, où je crois qu'on compte aujourd'hui entre 15 et 20 sites qui sont labellisés. Et donc, voilà, je pourrais revenir sur les espaces naturels sensibles. Là, on vient de faire labelliser un site pas très loin de Dijon, la sablière de Bressay-sur-Tille. Je pense que vos auditeurs connaissent pour partie ce site, qui est un site intéressant pour la pêche, mais aussi intéressant pour pas mal d'oiseaux. C'est un site avec de très belles roselières et on a à cœur de préserver ce site-là. Voilà. Donc, en fait, ce label, il est intéressant, le label Espace naturel sensible, parce qu'il permet de préserver des sites tout en préservant les usages qui sont en place sur ces sites. C'est-à-dire quoi? Alors on va chercher à préserver les oiseaux, les poissons, mais sans interdire la pêche, par exemple. Donc on essaye de concilier tous les usages. Donc c'est pour ça qu'on est très, très réceptif à ce genre de label. Et on a 2 sites importants aujourd'hui en Côte d'Or qui bénéficient de ce label. Donc c'est la sablière de Bressay nouvellement labellisée, et puis on a l'étang de Marcenais dans l'heure du département, qu'on est en train de vidanger au passage, pour la mi-novembre 2024. Et donc mi-novembre, le lac va être entièrement vidé? Il va être totalement à sec, ouais. Okay. Et c'est effectivement une action, là où on parlait de l'espace naturel sensible, c'est une action qui est financée par le département. Et c'est une action de gestion à proprement parler de ce plan d'eau. La vidange, la gestion du peuplement de poissons, l'abaissement, le désenvasement, c'est des processus qui font partie d'un processus normal d'entretien d'un plan d'eau. Donc ça répond en tout cas au cahier des charges espace naturel sensible. Alors, outre les labellisations des sites de pêche, vous créez également, vous réaménagez, vous aménagez des parcours de pêche parfois également? Oui, totalement. Donc c'est vrai qu'on travaille, là on a évoqué le côté milieu aquatique, on travaille aussi pour les pêcheurs indirectement. Donc via nos APPMA, on a régulièrement des demandes d'aménagement de parcours. En gros, c'est des aménagements. Ça va créer des berges, etc. Ça va être tout ce qui va être des entretiens, de la création de postes de pêche, de s'assurer aussi que les pêcheurs ils puissent
puissent pêcher dans des endroits Sécure. sécures aussi, parce que moi je prends l'exemple des inondations du début de cette année, il a fallu faire énormément, par exemple, de prévention au niveau de ne pas aller pêcher alors qu'on est en pleine crue. Dans d'autres départements, le niveau de l'eau est tellement haut qu'ils sont obligés, du coup, par exemple, le port du gilet de sauvetage en embarcation. Voilà, on est obligé aussi de faire toute cette Réglementation qui est imposée, qui est régie par la fédération. Par la fédération et par... alors, on va être plusieurs quand même à gérer cette partie-là. Ça va être la fédération, ça va être VNF, par exemple, sur la Saône, tout ce qui va être sur le domaine public, voilà, sur les canaux. Et on travaille donc avec la préfecture pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que les pêcheurs soient le plus en sécurité possible. On va travailler aussi avec certaines entreprises de fournisseurs d'électricité, parce qu'il faut aussi prévenir les pêcheurs quand ils vont à la pêche de faire attention aux lignes électriques qui sont derrière eux. Ou encore, on va mettre les écheliers. Oui, des dispositifs de franchissement de clôture pour qu'ils puissent accéder correctement à certains postes de pêche. Ok, donc cette réglementation, elle évolue constamment selon... Chaque année, il y a une révision de la réglementation en fin d'année. Vous faites également, ça fait partie de votre travail, conseil envers les collectivités locales? Oui, on va dire de l'accompagnement. Après, effectivement, là, j'évoquais tout à l'heure les projets comme Crime aux lois, donc c'est un projet qui a intéressé, qui a fait des petits, puisque le syndicat du bassin de Louche, qui est le grand syndicat sur Dijon, qui gère toute Louche et son bassin versant autour de l'agglomération. Voilà, ils ont porté un projet récemment, en 2023, je crois déjà, ou 23, je crois. Un projet qui s'inspire en tout point de celui qu'on avait réalisé à Crime aux lois. Et donc, effectivement, dans le cadre de l'élaboration de ces projets-là, on est là en tant que conseil technique. On participe à un comité pour la bonne élaboration de ce genre de projet. Voilà, pour un aménagement, on en parlait justement à l'instant. Voilà, qui soit favorable à la biodiversité, au sens large. Ça, c'est un mot qui est pas mal à la mode. Mais donc voilà, effectivement, on s'arrange en fait pour que les travaux soient plutôt efficaces. Donc on les accompagne avec cette perspective-là. Pour finir, est-ce qu'on peut citer quelques projets que vous avez pour ces prochains mois? Alors vous parlez par exemple, l'opération de vidange du lac... j'ai oublié le nom, de Marcenais. Ouais. Ça, c'est une grosse opération qui a lieu en ce mois de novembre 2024. Ouais, d'autres projets qui vont venir cet hiver? Oui, on avait quelques autres projets qui étaient envisagés cet été, mais qui concernent plus la restauration. Voilà, donc on avait un projet sur la Tille, à Pluvet, de diversification des habitats. Un autre sur la Bèze, à Laval de Noiron-sur-Bèze. Encore un autre sur la Vingeanne, où là, c'est plutôt une restauration de frayères. Donc, on travaille dans l'imageur de la Vingeanne pour permettre la reproduction du brochet. Et on avait un quatrième projet sur la Seine, dans le nord du département. Et donc là, ces projets sont bien avancés, mais voilà, on a été entravés par les conditions météorologiques qui n'ont pas permis la réalisation de ces projets. Donc, rendez-vous l'année prochaine, c'est des projets qu'on fera à l'étiage 2025. Voilà, puisqu'effectivement, on est obligé de travailler en conditions sèches, entre guillemets, et des conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Merci à vous deux, Jean-Philippe Coanet et Virginie Zivan. On se retrouve pour un prochain podcast prochainement, Virginie. Oui, voilà. Le podcast numéro 3 qui va un petit peu plus porter sur la pêche et tout l'athlétisme de la fédération, et où on vous expliquera aussi un petit peu le fonctionnement de notre pisciculture et tout ce qui va être un petit peu plus justement au niveau de ces fameux alginages dont a parlé mon collègue. Merci. Merci à vous. Merci à vous.